Grace face à Fabien Barthez et c'est le 1 but partout, l'égalisation ici au stade Georges Pompidou. En deux temps avec Cédric Coutard qui remet pour Patrick Weiss qui marque. But de Patrick Weiss, exceptionnel sur cette combinaison valentinoise et ce coup de pied arrêté. Patrick Weiss qui marque le deuxième but valentinois. Bonjour Patrick. Bonjour. Bienvenue sur Mistral Télévision. Bienvenue donc dans cette émission Le temps d'un athlète. On va faire un petit peu le tour d'horizon sur ta vie et sur tes exploits sportifs, notamment ceux de la SOAV. Donc Patrick, tu es né le 10 mars 61. À Golbet dans les Vosges, donc tu as joué à Épinal en deuxième division avant d'arriver à la SOAV. Première question, comment tu es tombé dans le football ? Ça s'est fait tout naturellement. On était dans mon petit village de Golbet, 3-4 copains. Sur les 4, il y en a 2 qui faisaient du basket. Et moi et un autre, on a décidé de faire du foot. Donc c'était le petit club de village, comment on peut se le représenter maintenant dans des petites communes rurales. Et donc j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans, avec l'apprentissage des bases, de la technique, comme ça se fait encore maintenant. Ok, tu as donc bourlingué. Alors, tu es resté, avant d'arriver dans la Drôme, donc tu as joué dans quel club dans les Vosges finalement ? Golbet en tant que club formateur jusqu'à ce qu'on appelle maintenant les U15. Et à partir de U15, j'ai signé à Épinal, qui était à l'époque en deuxième division, et où il y avait encore les deux groupes, groupe A, groupe B, et il y avait encore le bonus offensif exact. Qui existait. Donc j'ai signé là-bas et j'ai fait deux années où jusqu'en première année de U19, j'ai intégré l'équipe pro. Alors, parle-nous un petit peu de l'équipe pro, justement, d'Épinal. Alors, l'équipe pro d'Épinal, à l'époque, il y avait des grosses individualités, puisqu'il y avait la filière yougoslave qui était très importante à Sochaux. Mm-hmm. Et donc, les joueurs, je ne dirais pas en fin de carrière, mais pratiquement à 2-3 ans de leur fin de carrière, venaient à Épinal. Donc, on avait beaucoup de yougoslaves, on a eu des grands joueurs. Et ma rentrée en équipe Fagnon, donc je devais avoir juste à peine 16 ans et demi ou 17 ans, s'est fait un soir, je me rappellerai toujours parce que c'était un vendredi soir, donc veille de match, et l'équipe 1 s'entraînait sur un terrain annexe où on s'entraînait. Et l'ailier gauche à l'époque, parce qu'on appelait ça les ailiers gauches, ça jouait en 4-3-3, l'ailier gauche se blesse et moi la semaine d'avant j'avais fait un gros match avec la réserve qui était à l'époque en D4. Donc l'attaquant de l'équipe Fagnon se blesse et je vois l'entraîneur arriver me dire tu prends ton sac et tu nous rejoins. D'accord. Grande surprise ? Grande surprise, à 17 ans. Ouais. 17 ans, donc je prends mon sac, c'est le cas de le dire, et je vais rejoindre le groupe Fagnon. Alors à l'époque, pour intégrer le groupe Fagnon, pour un jeune, c'était très très dur parce que c'était des joueurs d'un certain âge, avec beaucoup de caractère, et on était le minot qui arrivait, quoi. Donc on demandait là où on devait s'asseoir dans le vestiaire, quoi. Oula. Ça existe encore en Angleterre, donc la séance se finit, je vais dans le vestiaire, donc je demande où je dois m'asseoir pour ne pas prendre la place des stars. Et voilà, tout se passe bien. Donc, convocation, on me donne l'heure de convocation le lendemain. Et le lendemain arrive à 1h du début du coup d'envoi. Pas du coup d'envoi, mais de la convocation. Ouais, Le coach qui était à l'époque Coco David, c'était un entraîneur de luxembourgeois, vient vers moi et me dit tu vas commencer le match. Ce qui n'était pas prévu parce que moi au départ j'étais dans l'optique d'intégrer le banc et le groupe. Qu'est-ce qu'on ressent alors comme ça sur cette annonce ? Ça fait drôle, ça fait drôle. Moi ça m'a fait drôle, alors un peu beaucoup d'appréhension parce que
c'est le premier match, hein, vous passez d'un groupe de CFA avec des copains comme votre âge, et là vous rentrez sur un match de Ligue 2, et à l'époque on jouait contre Ajaccio, donc qui n'était pas un club facile, parce que je peux vous dire que moi j'ai joué après, donc tout au long de ma carrière. Ce match-là, je m'en rappellerai parce que c'était vraiment dur. Avant de prendre un carton rouge ou un carton jaune pour tacle assassin, il fallait mettre de la bonne volonté, quoi. Et donc le match commence et on fait un super match, on gagne 5-1 et je marque 3 buts. Et ça a été le début de ma carrière, on va dire, en équipe Fagnon à Épinal. Et j'ai jamais pu quitter le groupe pro. Adopté par le public, j'imagine, avec 3 buts comme ça, sur une rencontre. Oui, adopté, et puis regardé d'un autre œil par les anciens. Et les médias aussi, voilà, j'imagine. les médias, oui, c'était... Alors, il y avait moins d'impact médiatique que maintenant, ce serait maintenant, c'est sûr qu'il y aurait eu... Mais déjà là, le journal local avait fait de ma performance pratiquement la une de l'émission. La une de la page des sports. Pas la une quand même. D'accord. J'ai pas cette prétention-là. D'accord. Voilà. Épinal, ça a été combien de buts, Patrick? Alors en tout, de ma carrière, je parle de CFA 2, ce qui correspond à la division 4, jusqu'à ce que je parte en 92, j'ai dû marquer 494 buts. 494 buts, c'est énorme. C'est énorme dans la vie d'un attaquant, en tous les cas, je pense. Aujourd'hui, cette performance-là, on la voit plus forcément, en tous les cas. Donc, on est en 92, tu quittes Épinal pour arriver donc dans la Drôme. Dans la Drôme à Valence, j'avais 2 clubs qui étaient sur moi, Valence et Nice. Mais Nice à l'époque était peut-être sujet à un redressement et à une déclassification suite à un budget de la DGNCG. Donc on n'a pas voulu prendre le risque, moi non plus, parce qu'en fin de carrière, j'arrivais pour finir ma carrière, il me resterait 4-5 ans maximum à faire, j'ai pas voulu prendre le risque, surtout, hormis moi, surtout pour ma famille, quoi. Voilà, donc on a signé à Valence, et c'était à l'époque où il y avait eu la fusion entre l'USJOA et le FC Valence. Oui, alors c'était le tout début de la SOAV alors. C'est vrai que ça fait drôle quand vous arrivez de l'extérieur parce que vous entendez plein de choses sur cette fusion qu'il y a eu. C'était un peu la guerre des clochers dans nos bonnes Vosges. On avait effectivement l'USJOA qui était donc un club arménien et le FC Valence qui était le club de la ville, aussi le second club de la ville d'une certaine manière. La fusion s'était plus ou moins bien passée à ce que j'avais pu comprendre, quoi. Donc nous, quand vous arrivez de l'extérieur, vous êtes un peu titillé entre plusieurs groupes de gens qui défendent leur clocher. Mais bon, nous on signait à l'époque parce qu'on avait encore cette éthique footballistique. Quand on signait quelque part, ou j'ai signé à Valence, c'était pour la défense du maillot et de la ville. Après, on occultait toutes ces querelles de clocher, quoi. Alors, tu arrives donc dans ce groupe. Comment ça se passe, ton intégration dans cette nouvelle équipe? Parce que c'est une nouvelle équipe pour laquelle tu vas jouer. Comment ça se passe? On arrive, je dis on parce que je suis arrivé en même temps que Frédéric Ponce qui arrivait de Metz et Toulon, où en plus Fred avait gagné la Coupe de France. Il y avait Philippe Lalanne qui arrivait de Bordeaux. Il y avait Fabrice Asensio qui arrivait de Dunkerque, je crois, oui. Et Igor Lazic, qui était un Yougoslave qui venait faire un essai. Il venait faire un essai. Et c'est vrai que quand on arrive comme ça, nous, on est quand même... on arrive avec un véhicule D2 et pro que d'autres n'avaient pas. Donc on est regardé un peu par les autres comme pas des stars ou des messies, mais comme des personnes qui vont apporter de l'expérience. Donc ça met tout de suite à l'aise. Le groupe qui nous a accueillis était déjà un groupe que moi j'avais connu en termes de cohésion à Épinal. Le groupe de l'USJOA qui était monté, donc c'était des copains. Donc on a été vite acceptés. L'entraîneur à l'époque était Léon Slavagne déjà? Non, c'était Pierre Ferrazzi. Pierre Ferrazzi, c'est vrai. Pierre Ferrazzi avec sa gouaille, avec c'est le personnage qu'on connaît, chaleureux, plein de convivialité. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait drôle quand vous avez eu affaire à des entraîneurs comme Pierre Plemelding, qui avaient été des professionnels de haut niveau et des internationaux.
au niveau stature, qui sont des gens très longiligne, et vous tombez sur Pierre Ferrazzi, qui approchait à l'époque les 130 kilos, tu m'excuseras Pierre, ça fait drôle quand vous arrivez, quand vous dites c'est qui, c'est pas l'entraîneur, quoi. Et si en fin de compte c'était l'entraîneur, c'était notre entraîneur. Ouais. Et le président Artignan aussi à l'époque. Hein, le président Artignan, qui représentait le renouveau de ce club, parce que Oski Bayadjan à la montée s'est arrêté pour laisser la place à Artignan. D'accord. Donc, premières années de championnat de deuxième division, donc avec la Soave, hein, donc la fusion SJOA FC Valence. Donc, comment ça se passe? Donc, l'intégration dans le groupe, au fond, quel résultat? Alors, moi, j'ai eu du mal les 3-4 premiers mois à cause de la chaleur. Alors, j'ai beaucoup souffert de la chaleur, et c'est vrai que vous arrivez ici au mois déjà au mois de juin. C'est des grosses chaleurs qu'on n'avait pas dans les Vosges. Moi, j'ai eu un temps d'adaptation assez difficile, 3-4 mois. Quoi. Bon, après, ça s'est bien déroulé. On finit la saison. Donc, c'était pas cette saison-là où il fallait être où il y avait la création de la Super D2. C'était l'année d'après, je crois. On finit la saison à la 10 ou 11e place. Quoi. D'accord. Donc, effectivement, la chaleur, etc. 10-11e place, première saison. Mmh. Les saisons suivantes? Alors, la saison suivante a été primordiale, puisqu'il y avait la création de la Super D2. Puisque la première année, il y avait encore les deux groupes, le groupe Nord et le groupe Sud. Et l'année là, donc, il fallait terminer sur les deux groupes, dans les 10 premiers. C'est ça. Et on finit encore une fois dans les 10 premiers, mais bon, ça voulait dire qu'on était 5e de notre groupe. Hein. C'est ça. Donc on fait une super saison, et c'est la saison où je marque... la première saison, j'avais marqué 12 buts, et cette saison-là, je marque déjà 18 buts. Donc on était en bagarre au niveau des buteurs, pour vous dire, avec Yves Mangione qui m'a remplacé quand j'ai arrêté, Didier Monzuk, Tony Cascarino. Donc on était des garçons qui, depuis que j'étais en D2, parce que Yves je connais bien, et Didier Monzuk aussi, on était des garçons qui tournions chaque année entre 18 et 22 buts. Quoi. Ce qu'on voit moins maintenant. D'accord. Donc, ces périodes sont des bonnes périodes, hein, tu viens de le souligner. Est-ce qu'il y a eu dans ta carrière une période dite de doute, quelque chose à un moment donné où le club a moins bien marché, qui fait que tu as peut-être réduit tes performances sur le plan du buteur? Est-ce qu'il y a eu un moment donné difficile à la Soave? Oh, la Soave, non. Si, peut-être la dernière année où ça a été un peu plus compliqué, mais c'était au niveau relationnel avec Léon Slavagne, que j'adore. Hein. Mais voilà, il y a des moments donnés dans la vie d'un footballeur ou d'un être humain dans nos métiers où ça passe ou ça passe pas avec la personne qui est votre responsable hiérarchique. À l'époque, c'était Léon Slavagne. Ça n'a pas trop bien passé. Léon, c'était plus dans une démarche d'intégrer des jeunes. Et c'est vrai que moi, j'arrivais en fin de carrière, ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Maintenant, avec le recul. Mais quand vous êtes un actif, c'est toujours plus difficile. Donc c'était une période un peu chaotique, on va dire. Qui tu as connu comme entraîneur, mis à part effectivement Léon Slavagne et Pierre Ferrazzi? Qui a eu d'autres? Didier Noto. Didier Noto, qui était pour moi un tacticien hors pair. Et qui a toujours, alors ce qui est paradoxal puisqu'il était défenseur, qui a toujours mis les attaquants dans des conditions idéales pour exercer leur métier. Hein. Jamais il a eu des mots quand on loupait des buts ou même quand on faisait une mauvaise performance. Il comprenait pourquoi. Voilà, pour moi, ça fait partie des entraîneurs que je garderai longtemps en mémoire. Combien de temps, combien d'années tu as travaillé avec lui? Didier, 2 ans et demi, parce qu'il a remplacé Pierre Ferrazzi en milieu de saison de première année. Il a fait la 2e saison, la 3e il a fait qu'une demi-saison, il a été remplacé par Léon Slavagne, et il est revenu après. Voilà. Donc Didier a fait un peu des allers-retours, mais c'était un très très fin tacticien, Didier. Et oui, on le connaît et on l'a connu effectivement. Voilà, très très fin tacticien. Grand communicant aussi, au même titre que Pierre Ferrazzi. Pierre Ferrazzi était un rassembleur, mais à un moment donné, Pierre, je pense, a dû voir qu'il était tactiquement, que le message passait plus, donc il a su s'effacer aussi.
D'accord. Ça, c'est la force des grands hommes aussi. Oui, forcément. J'aimerais revenir, Patrick, si tu le veux bien, sur un match. On a connu le désarroi de l'Olympique de Marseille, de la D1. Ils ont été relégués en D2 pour l'histoire de l'OMVA. On ne va pas y revenir aujourd'hui. Il y a eu 2 matchs au stade Pompidou sur 2 années différentes. La première année, nous sommes en 94. Et là, c'est le grand soir. Le stade Pompidou est plein à craquer. J'avais jamais vu plein comme ça. Voilà. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe pendant ce match. Tu claques 3 buts. 2. Est-ce que tu as vu les buts de ce match? Alors, il y avait à l'époque, la ville de Valence et Rodolphe Pess avaient fait faire des cassettes suite à ce match. Et on avait été reçus, je crois que c'est à la salle du Luxe, avec une soirée avec les partenaires pour refaire pendant 20 minutes. Il y avait un condensé de 20 minutes sur une cassette qui avait été faite. Alors, elle doit être dans mes cassettes que je garde en main, puisque maintenant nous sommes en DVD, j'ai pas eu le temps de les faire retranscrire. Et donc on avait une soirée et on avait revu les buts, mais ça avait été... du rapide peut-être. Ça avait été du rapide, voilà. Bon. Du rapide. Patrick, moi je t'invite à aller regarder à nouveau, et notamment ce que j'aurais aimé pour les téléspectateurs de Mistral TV, c'est que tu puisses commenter comme si tu revivais ce match d'une certaine manière, et, le but de Marc Libra, mais les 2 et 3 autres de la Soave dont tu as effectivement été le héros de cette soirée. On va s'arrêter sur chaque but et j'aimerais que tu puisses me faire part de tes impressions et puis l'impression du groupe à ce moment-là, le doute après 1-0, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, etc. Voilà. À l'époque, on n'avait pas trop de doute, nous, parce qu'on était, je dirais pas conscients de nos valeurs, mais on était conscients de la valeur du groupe. Et c'est vrai que si on a si on a réussi à gravir certaines montagnes, c'est parce qu'il y avait quand même je voudrais pas dire un mot grossier à la télé, mais il y avait un sacré mental dans l'équipe, quoi. Et on était vraiment une bonne bande de copains, quoi. C'est de ça qui retranscrivait aussi sur le terrain. Bon. Et avec toutes les différences qu'il y avait. D'accord. Bon, écoute, allez, on va regarder ça tranquillement. Donc tu verras, il y a plusieurs séquences, il y a 4 séquences. Et donc, si tu veux bien nous faire part de tes sentiments sur chacune de ces actions. C'est un peu la musique du condensé qu'on a sur la cassette. Et il y a eu la tête de Marc Libra avec au départ de l'action un centre de Tony Cascarino, cette tête de Marc Libra que l'on revoit et la main de Frédéric Ponce, visiblement c'est juste. On a sur le centre, Fred il essaye de mettre son corps en opposition pour éviter que le ballon rentre. Voilà. Mais en plus, on va regarder. Donc Fred essaye de l'ôter avec le corps et la balle rebondit et lui touche la main. Malheureusement c'est le ballon qui va à la main. Mais ça serait maintenant, il resifflerait le même penalty, M. Garibian, comme tous les autres. Alors Fred avait essayé de dire oui mais j'avais la main qui était passée derrière le filet pour la sortir. Garibian avait dit non, je vous en prie monsieur. Mais du fait qu'on n'ait pas été trop véhément avec lui et qu'on n'ait pas contesté ce penalty-là, il y a une grosse incidence sur le penalty suivant. Sur le penalty suivant, qui est aussi légitime, mais qui, si on avait été trop virulent avec M. Garibian sur la défense de ce premier penalty, il y aurait eu certainement une grosse incidence après. Bien sûr. Alors on va le voir. Donc il y a une faute sur toi de Bruno Germain. Alors, on est sur une action où ça part sur le côté. Alors je ne sais plus qui c'est qui va centrer. C'est Rondelet. C'est Stéphane ou c'est Pedro de Jésus? C'est peut-être Pedro de Jésus. On va regarder. On va regarder. Pedro qui jouait ou Cédric Moutard. Il y a Jean-Marc Gaultier là, qui décale bien. Didier nous demandait d'aller vite devant, comme maintenant. Voilà. Ah bah c'est Walkir. Ah oui, c'est Walkir. C'est Walkir Motard. Voilà. Et Walkir, on
le travaillait souvent à l'entraînement. Quand c'était Walkir qui devait centrer, il devait centrer fort au premier poteau. Si c'était Cédric Moutard ou si c'était Pedro de Jésus, moi je devais aller au deuxième. C'était des tactiques qu'on travaillait. D'accord. Et là je vais pour aller Au premier poteau. au premier poteau. Et je sens que Germain est derrière moi. Et je stoppe ma course. Et comme moi je suis vers le ballon, c'est pas comme si je passais devant, que je m'écroulais. Là, c'est lui qui vient me percuter. Et M. Garibian, il va directement en plus. Même Barthez. Lui, il n'a pas vu le ballon, parce qu'il était sur l'action où il vient le chercher. Barthez regarde et Germain me dit cochon, quoi, mais un peu plus virulent. mais tout en rigolant, quoi. Il sait que c'est le jeu. Mais je joue le jeu, là. Moi, je bloque ma course. Lui, il me rentre dedans. En plus, il met les bras pour éviter de tomber. Il met les bras au-dessus des épaules et on tombe tous les deux. Donc, M. Garibian n'hésite pas. Ouais, c'est ça. Excellent, excellent. Allez, on va voir ton but. Donc, premier but de cette soirée, donc un penalty. Là, on voit qu'il y a quasiment 13 000 personnes, 12 000, 13 000. Alors, tu es super heureux là. Oui, on est super heureux parce que ça nous permet de revenir au score juste avant la mi-temps, ce qui était important, parce que le discours de Didier Noto avait été clair, c'est plus on les amenait dans le temps en étant collés au score ou peut-être devant ou derrière d'un but, moins on serait en danger en deuxième mi-temps, parce que Didier était un très grand tacticien et il avait regardé les derniers matchs de l'OM sur cassette, parce qu'il passait des heures à nous dire, mais même à regarder un joueur en disant il faut le dribbler de ce côté-là parce qu'il est en difficulté là et là, c'était de la folie, quoi. Et on avait des réunions avant match tactiques ou avec de la vidéo. Pour nous, ça durait des plombs, mais à l'arrivée, c'était gagnant sur le terrain, quoi. Et il avait vu qu'en deuxième mi-temps, il baissait physiquement. D'accord. Et comme nous, notre grosse force, quand même, on déployait beaucoup d'énergie physique dans nos matchs. Il était persuadé à 100% qu'on les battrait en deuxième mi-temps. D'accord. Et c'était le seul. Pour nous, c'était le seul qui était persuadé qu'on gagnerait. Et c'est ce qui s'est passé. Un joueur, quand on rentre sur le terrain, surtout à l'époque, nous on rentrait pour gagner. Ouais. On rentrait pas pour jouer, on rentrait pour gagner. Arrivait ce qui arrivait après, mais on rentrait pour jouer. Et donc ce qui est arrivé après, on arrive à renverser la machine de Marseille qui était en configuration européenne puisqu'ils allaient jouer le mercredi d'après à Sion en Coupe d'Europe. Exact, tout à fait. Et ils étaient donc, ils avaient sorti la grosse équipe justement et Tapi était venu leur avait remonté les bretelles parce que le samedi d'avant, même s'ils avaient gagné à 0, je ne sais plus contre qui ils avaient gagné, ils n'avaient pas été bons et Tapi déjà leur avait mis la pression. Et là, ils étaient en configuration européenne. D'ailleurs, ça nous avait un peu énervé parce que quand on arrive au stade, hormis le Dauphiné qui était venu nous voir, nous prendre en photo, toutes les autres télés, il y avait une 60aine de télés, étaient du côté de Marseille, quoi. Forcément. Alors, je peux vous dire que ça, c'est un bon stimulant. Ça domine. Mais de toute façon, moi j'ai envie de dire, la SOAV a toujours posé des problèmes à l'Olympique de Marseille sur les deux saisons. Et notamment au match retour de la deuxième saison où il y a eu 2-2 avec une égalisation de Marc Libra à la dernière minute, mais notamment un match magnifique qu'avait fait Johan Monnier et ce but qu'il avait pu marquer. Et pour en revenir, non, j'avais pas eu trop de tension à tirer le penalty devant du public parce que j'ai l'habitude de jouer devant beaucoup de monde. Oui. Dont une fois où j'ai quand même participé au Jubilé Platini. Ah oui, d'accord. Et où on devait jouer contre la Juventus de Turin, ils n'ont pas pu venir. On a joué contre Bordeaux à l'époque où il y avait Giresse, Tigana, les frères Vujovic. Et on perd 3-1 au Jubilé Platini juste avant le match des stars avec Maradona. D'accord. On perd 3-1 devant 40 000 personnes et je marque le seul but de la sélection. D'accord. Donc alors ça, pour moi, c'est un de mes grands souvenirs. Bah oui, forcément. Vous retrouvez avec des garçons à table parce qu'on avait tous mangé ensemble au Mercure à Nancy. Et moi, j'avais mangé à la table de Jean-Marie Pfaff. Donc, grand gardien belge de l'équipe internationale belge de l'époque, des années 80. Il y avait Maradona, tout ça, on était tous dans le même hôtel, quoi. Et à se côtoyer, à se serrer la main, quoi. Il y avait Pelé, il y avait
Platini. En plus, donc tous les grands. Maradona, Pelé, Platini. Et Jean-Marie Pfaff. Il manquait que Zidane pour faire la quadrature. Mais c'est ce que j'allais dire au fond. Donc tu tires ton penalty, tu dis que tu n'as pas de pression. Tu as quand même un gardien qui est extraordinaire puisque 10 ans plus tard, il est champion du monde. Oui, alors oui. Moins de 10 ans plus tard, 4 ans plus tard. 4 ans plus tard. Puis bon, Barthez était à l'époque déjà un très 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 grand gardien, qu'il est toujours, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui nous a fait rêver. Mais pareil, encore Didier Noto avait analysé ses positionnements sur les pénaltys. C'est un garçon qui part très très vite, mais pas très haut. Il se détend beaucoup, il a beaucoup de puissance dans les jambes, il a beaucoup d'appui, donc à ras de terre ou à mi-hauteur, vous lui mettez un pénalty au poteau, il va vous le chercher. Hein. Donc moi j'avais décidé de lui mettre en hauteur, en pleine lunette. Ouais, voilà. il fallait. Mais c'est bien d'avoir ici parce que parfois quand on les rate, les ballons passent soit au-dessus, soit à droite. On va continuer, Patrick, si tu veux bien. On arrive donc à cette seconde mi-temps. On va avancer un tout petit peu. On revoit ce penalty au ralenti, bien évidemment. Et effectivement, il est bien en haut à droite, hein, en pleine lucarne, que tu nous as mis ça. Voilà, donc on va passer à ton deuxième but. Alors là, une combinaison extraordinaire. Alors cette combinaison-là, elle a une grande histoire. On va la commenter après. Hein. Ouais. Donc, Frédéric Pons fait semblant de frapper. Voilà. Incroyable. Voilà. Donc cette combinaison-là, c'est une combinaison que... C'est une combinaison que Didier Noto nous a travaillé à l'entraînement depuis... Une des nombreuses combinaisons nous a travaillé à l'entraînement depuis 4-5 mois, qu'on ne réussissait jamais. Alors, même à l'entraînement. C'est extraordinaire. On devait la réussir une fois sur 20. Et ce jour-là, d'ailleurs on sera encore dans le groupe, tout le monde rigolerait, hein. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, on a tous un déclic et on se regarde avec donc, les trois protagonistes qui sont impliqués d'habitude sur cette phase-là. Frédéric Pons qui doit faire semblant de frapper, qui au dernier moment met un plat du pied sur Cédric Moutard, qui normalement doit me la mettre à ras de terre, entre le mur et son joueur dans l'espace libre. Il doit me la mettre à ras de terre. Et moi donc je passe devant le mur et j'arrive, donc je suis face au but, si ça fonctionne, j'ai le but qui est ouvert, après j'ai le choix de mettre à droite ou à gauche. Sauf que là on voit le ballon de Cédric Moutard monter. Ben voilà, donc sauf ce jour-là, on la loupe à moitié. Encore une fois. On la loupe à moitié parce que Cédric Moutard me la lève et moi j'arrive, je suis lancé, je dis de toute façon je peux pas attendre de faire un amorti de poitrine ou tout parce que les défenseurs vont revenir, donc j'ai dit allez on y va, je mets la tête, hein. Donc je vise l'autre poteau et ça tape la base du poteau qui droit étaient les premiers nouveaux poteaux ovoïdes parce qu'avant c'était les poteaux ronds. Oui. Donc maintenant, c'est les poteaux ovoïdes. D'accord. C'était la première semaine qu'on avait mis les poteaux ovoïdes. Donc vous voyez le concours de circonstances qu'il y a. Extraordinaire. Combinaison qu'on ne réussissait jamais à l'entraînement. On l'a réussi à 50%. Et avec les nouveaux poteaux, on prend comme quoi des fois... Il y a des concours de circonstances qui font que... La différence entre le poteau ovoïde et le poteau rond, c'est quoi, Patrick? Le poteau rond, à l'époque, ils étaient déjà en niveau matière, c'était très très dur, donc ils ont été remplacés par des poteaux en semi-aluminium, je ne sais plus comment c'est, justement, parce que les gardiens avaient été blessés, c'est la première chose. Et quand un ballon tapait l'intérieur du poteau, ça rentrait. Sur des poteaux ronds, ça tapait le poteau, ça ressortait. Ah oui, d'accord, voilà. D'accord, donc intéressant. Ce qui a pris aussi la suite, les poteaux ronds ont pris la suite des poteaux carrés. Oui, 76. Avec la célèbre histoire qu'on connaît de pas loin. Et après, ils ont remplacé les poteaux ronds par des poteaux ovoïdes. Voilà. Et ça avait été changé dans la semaine pour être aux normes. Donc ça tombait bien. Ça tombait bien, bien sûr. Mais comme quoi, vous voyez, le football, c'est pas une science exacte. Vous avez beau tout mettre en place. Il y a cette part et tant mieux encore, cette part d'incertitude qui est très importante. Dis donc, le 12e homme, le public, est-ce qu'il a été aidant sur ce match-là? Alors il nous a bien aidé,
en début de deuxième mi-temps. Dès qu'on a eu marqué le penalty, quand on est rentré, on a senti une ferveur. Et ils ont pris, le public valentinois ont pris le dessus sur le public marseillais qui était dans le virage côté exact. panneau d'affichage. Exact. Où c'était rempli de Marseillais. En début de match, on avait l'impression qu'on jouait à l'OM. Ouais. Et le public valentinois n'était pas encore chaud et dans cette dynamique d'encourager son équipe comme ça devrait être partout, quoi. Ça a été peut-être une petite déception, le public sur les années de deuxième division de la Soave. Il a été présent sur des grands matchs comme celui-ci, mais tout au long de saison, il n'a pas forcément, alors, mis à part les fidèles, bien évidemment, mais le stade Georges Pompidou n'a jamais été rempli comme on l'espérait d'une certaine manière. Non, parce que je pense que le public, hormis les fans et les supporters qu'il y a eu par la suite, je disais toujours, moi, c'est plus des téléspectateurs que des spectateurs. Ah bon? Pourquoi? Ils venaient, ils avaient payé leur entrée, ça y est, le match est bien, bon, on applaudit, il n'est pas bien, on va peut-être un peu siffler. Ça, oui, ils d'accord. n'étaient pas dans le... Ils attendaient toujours qu'on soit... alors peut-être aussi, parce qu'il y a des moments donnés, on ne leur amenait pas ce qu'ils venaient rechercher, aussi, faut aussi faire son autocritique. Mais c'était quand même un public difficile à remuer quand même. Difficile à remuer. Puis on est quand même dans une région de rugby. Aussi. C'est vrai. Qu'on le veuille ou non, c'est une région de rugby. Moi après, je me rappelle, j'allais voir des matchs de Fédéral 1 de Valence, rugby, le public ça pousse. Quoi, Oui, on le voit encore aujourd'hui. On le voit encore aujourd'hui. Les derbies, on a des stades. Voilà. Alors, et puis en plus, il y a surtout ce stade qui est... avec la piste, quoi. C'est terrible. De toute façon, tous les stades où il y a une piste, c'est difficile d'avoir une communion avec le public. Patrick, si tu veux bien, je m'excuse, on va peut-être continuer à voir donc alors, le troisième but qui fait litige, moi j'ai envie de dire, où moi j'ai quand même le sentiment que ce but, on peut te l'attribuer. Alors, on regarde la fin de ce but. Ce troisième but. Alors c'est vrai qu'on le voit difficilement de la manière dont ça a été filmé peut-être, mais quand même. Forme l'équipe alignée ce soir par Marc Bourrier, une équipe au palmarès impressionnante qui est en train de se faire bouger, comme on dit dans le jargon du football, par 11 Valentinois déchaînés, avec également Antoine Di Fraia et Joël Fréchet que Didier Noto n'a pas encore utilisé et qu'il pourra toujours peut-être utiliser dans le dernier quart d'heure pour amener un peu de fraîcheur aux Valentinois qui vont peut-être inscrire. C'est toi qui le marques. C'est sûr. C'est une passe de... alors c'est pas Walker Mota. C'est Jean-Marc Cotier. Jean-Marc Cotier qui te fait, il me semble, une passe. On va peut-être le revoir en ralenti, mais c'est bien toi qui le marques, Patrick. C'est peut-être Walker Mota quand même qui te fait la passe en profondeur. Cette espèce de suffisance ou de lenteur Voilà. que l'on a pu noter Le gardien. Barthès est abattu. Oui, complètement. Alors regarde, voilà. Donc, ça c'est Jean-Marc Cotier. ah bah alors c'est lui qui te fait la passe en profondeur alors. Voilà. Et là c'est Walker. Ah c'est Walker. Ah bah tu vois voilà. Moi je suis au départ de l'action, quand on remet l'action depuis je dévie de la tête sur Jean-Marc, parce que ça faisait partie de mon rôle d'attaquant et de jouer en pivot, comme tous les attaquants jouent maintenant. Quand on a un peu de la taille, ils nous font jouer comme ça. Donc moi je la dévie de la tête, Jean-Marc y va et centre sur le deuxième poteau sur Walker. Il la sent tellement fort que Walker est obligé de se jeter. Il a ce match avec ce qui trompe un peu Barthès, parce qu'il y a le rebond et ça lève Barthès qui est déjà en train de plonger à ras de terre. Comme je disais tout à l'heure, il allait très très vite à ras de terre et dans les pieds, Barthès. Alors on voit sur les images, juste avant le coup franc que va tirer Frédéric Pons, tu dis quelque chose à Monsieur Garidian. Les Marseillais étaient toujours, ils sont malins aussi, comme tout le monde. On essaye de grappiller toujours 1 ou 2 mètres. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant ils mettent la trace blanche. Parce que pour réussir cette combinaison, il fallait que le mur soit quand même à la distance, à bonne distance, pour pas qu'un des gars vienne sortir vite et couper la première passe que Frédéric Pons donnait. Donc j'avais demandé à Garibian à ce qu'il respecte bien la distance réglementaire. D'accord. Pour qu'on puisse réussir essayer de réussir cette combinaison qui a été
réussi à 50%, parce que je me dis, normalement, la balle, elle doit être à terre, et Cédric la met comme ça. Mais on avait ce jour-là une équipe vraiment solidaire, avec des jeunes garçons, puis des garçons atypiques. Hein. Vous regardez des garçons comme Cédric Moutard, qui était petit, hein, bon, maintenant on en a beaucoup, mais très vif. Pedro de Jésus, des garçons qui avaient un cœur, mais gros comme ça. Antoine Di Fraia Antoine Di Fraia qui n'est pas rentré, lui qui n'était pas rentré, c'était Joël Fréchet qui avait dû rentrer à un moment donné. Mais bon, vous aviez quand même beaucoup de joueurs qui étaient formés et qui étaient issus pas du centre de formation de l'SOE, puisqu'il n'y en avait pas, mais de l'école de foot, hein, Johan Monnier, Cédric Moutard, Pedro de Jésus, Stéphane Rodelaire, c'est quand même des garçons qui ont évolué très très jeunes dans les rangs des jeunes de la SOAB, quoi. Les frères Rondeler? Alors là, c'était Stéphane. C'était Stéphane, ouais. Stéphane qui avait été après transféré au Portugal et qui avait fait une saison monstrueuse et qui était presque intransférable à un moment donné du Portugal où il avait fait une saison mais énorme. Bon, puis des garçons qui amenaient de l'expérience avec Frédéric Ponce, Thierry Gros qui avait été à Saint-Étienne. Voilà, donc on amenait Walkir Mota qui était un garçon exceptionnel ce garçon. Un Brésilien. Alors paradoxalement, pas très fort techniquement, très fort par rapport à l'image qu'on se fait des Brésiliens, mais alors d'une puissance phénoménale. C'était un monstre physiquement, quoi. Il fallait le bouger, quoi, Walkir. Là, c'était donc ce premier match au Stade Pompidou, le deuxième, vous le perdez. Tu faisais partie de cette équipe encore la deuxième saison? J'avais été mis à la disposition de la CFA, puisque c'était tendu avec Léonce Lavagne. Donc j'avais été mis à la disposition de la CFA. Et donc c'est le samedi, on joue à la Pala avec la CFA. Et contre Montélimar, et je vois Léonce qui arrive. Donc, si je vois Léonce qui arrive, c'est parce qu'il va vouloir que je remonte. Et au bout de 10 minutes, je me fais plier par le défenseur, je ne sais plus qui, de Montélimar, qui m'ouvre en me taclant, il m'ouvre le genou, j'ai le ménisque qui sort, et ma jambe se referme et me coupe un bout de ménisque à l'intérieur. Bon. Et donc, sorti, Léonce qui vient me voir dans l'infirmerie parce que j'étais sorti, donc on a eu une petite explication tous les deux. Voilà, il venait justement pour me dire que j'allais réintégrer le groupe pour aller jouer le mercredi, c'est le mercredi d'après je crois, pour jouer le mercredi contre Marseille. D'accord, au Stade Pompidou. Hein. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans la vie d'un footballeur, voilà, c'est la vie. Hein, les blessures font partie intégrante de la carrière. Alors c'est vrai que des fois il y a des blessures qui sont un peu plus difficiles à accepter parce que c'était dans un contexte où j'étais rétrogradé, alors est-ce qu'il y a des incidences psychosomatiques sur les blessures, ça se fait aussi, hein. Mais voilà, j'en tiens ni rigueur à Léonce, ni... Voilà, c'est du passé. C'est du passé, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec le passé parce que ça fait toujours un peu vieux soldat. Alors, c'est vrai que c'est sympa, là on commente des matchs, ça fait partie de la carrière, on a fait quelque chose à un moment donné, voilà. Maintenant, ça ne nous appartient plus. Tout à fait. Il faut regarder vers d'autres choses, parce que... Alors, juste pour resituer aux téléspectateurs, donc il y a eu 4 matchs entre l'Olympique de Valence et l'Olympique de Marseille. Donc le premier de cette année où tu marques 2 buts finalement, donc c'est bien 2 buts, hein, on l'a vu. Le match aller à l'Olympique de Marseille, vous le perdez 1-0 sous une pluie battante, hein, très très forte pluie. D'ailleurs, Alain de Cruz a été très fortement blessé, hein, il a été déplacé en hélicoptère donc à l'hôpital de la Timone, il me semble, à ce moment-là. Donc le match retour, vous le battez, l'Olympique de Marseille, 3-1. Ensuite, il y a la deuxième année où le match aller, vous perdez 2 ou 3-0, il me semble, je ne sais plus exactement. Et le match retour, vous faites un match extraordinaire, donc je le disais tout à l'heure, où l'Olympique de Marseille fait match nul avec l'Olympique de Valence. Le Valence à Marseille, oui. La Soave à l'époque, et effectivement, la Soave a toujours mené 1-0, puis 2-1 avant d'être rejoint au score. Voilà, donc ça c'est la partie à Soave, c'est la partie Olympique de Marseille. Patrick, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'aurais aimé avoir un petit peu ton regard
sur les années suivantes, le dépôt de bilan de la SOAV, jusqu'à la création de ce nouveau club après de l'AS Valence. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait tous à peu près, mais comment vous avez vécu ce dépôt de bilan de la SOAV? Alors le dépôt de bilan de la SOAV, moi j'étais toujours ici, parce que j'y suis toujours, mais bon, on a vécu ça, nous les anciens, avec un peu d'amertume, parce que les pouvoirs publics ne se sont pas mobilisés, les pouvoirs publics, les collectivités ne se sont pas mobilisées, pas que Valence, je dirais les communes aux alentours, parce que c'était quand même un club qui défendait une identité régionale. Il y avait Lyon, Saint-Étienne, il n'y avait pas encore Évian. On était le seul club de D2 qui drainait dans ce triangle-là, Lyon, Saint-Étienne, Valence. Il n'y avait pas encore Grenoble ni Évian. Donc il y avait une identité régionale à défendre. Ça ne s'est pas fait pour des raisons, à un moment donné, je pense, politiques et de mauvaise communication entre le président de l'époque et des maires de certaines communes, dont la commune de Valence. Après, c'est ce qu'on a su. Voilà ce qu'on a su. Mais ce qui a été dommage, c'est qu'il n'y a pas eu une volonté commune des dirigeants politiques de Drôme et Ardèche de vouloir sauver ce club-là. Donc ça, c'est la descente de la SOAV, donc le dépôt de bilan. Après, donc, a été repris par un autre président dont je ne citerai pas le nom parce que ce serait lui faire trop d'honneur. Surtout par rapport à ce qui est arrivé. On peut peut-être en parler, effectivement. Voilà, donc, parce qu'il y a le deuxième dépôt de bilan. Le deuxième dépôt de bilan qui est pour moi une catastrophe humaine et sportive, encore pire que la première fois, parce que là c'est descendu vraiment bas, puisque maintenant le club est reparti en promotion d'honneur régionale. Qu'on salue d'ailleurs, l'Olympique de Valence. Voilà, qu'on salue. Et donc ce nouveau fiasco humain, financier, ça fait très très mal. Et ça m'a fait un peu mal, moi, parce que j'ai un ami qui était l'entraîneur, plus certaines personnes qui étaient dans le giron technique. Ils ont laissé beaucoup d'énergie et beaucoup de leur santé. Ce qui n'a en aucun cas dérangé cet homme. Je dis bien, et je regarde la caméra, ça n'a jamais dérangé cet homme qui... la dimension humaine, pour lui, je crois que c'est quelque chose d'abstrait. Humainement, pour les jeunes qui étaient là, parce qu'il y a des jeunes qui sont repartis chez eux avec des dettes, de sa faute, d'une gestion catastrophique et d'une appropriation de l'argent public à des fins, la justice nous dira bientôt. D'accord. Oui, et puis d'ailleurs on a pu à l'époque interviewer le gardien de l'AS Valence, qui n'est donc Johan Lapère, qui a pu aussi nous faire part de ses impressions et de son incompréhension concernant l'ensemble de cette désorganisation amenant effectivement le dépôt de bilan de l'AS Valence. Aujourd'hui, moi je fais confiance à la justice de mon pays, parce que je pense que ça devrait aller dans la justice, puisqu'il y a quand même des problèmes d'utilisation d'argent et de fonds publics à des fins autres que celles à qui ils étaient destinés. Il y a aussi, je pense, il va y avoir des enquêtes sur les charges sociales qui n'ont pas été versées, donc à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Et je pense que ce sera la meilleure façon d'épurer cette période-là qui gangrène encore maintenant, parce que la nouvelle équipe qui s'est mise en place de l'Olympique de Valence, avec des gens bien, je pense, des jeunes qui ont un projet, ça les gangrène encore un peu, parce qu'ils sont regardés un peu de travers par tous les clubs des alentours, même encore par les instances de football. Alors c'est même pas la peine de parler de l'Olympique de Valence. Pour l'instant encore, je pense à la Fédération française, parce qu'ils ont été bernés par cet ancien président de manière lamentable. Donc ils n'aiment pas ça. Ce sont quand même des gens qui ont
une éthique. Et puis même au niveau du district, ça va être difficile de regagner la confiance, quoi. Donc ils ont un gros challenge, et tant qu'il n'y aura pas eu cette fin administrative, on va dire, concernant cette histoire, je pense qu'ils vont le traîner. Mais c'est dommage, parce que je vous dis là, on sent qu'il y a une équipe dynamique, et tant mieux. Et moi, ce que j'encourage, c'est les habitants de Valence et des alentours d'aller encourager cette équipe. Voilà. Et d'ailleurs, bon, je pense que les nouveaux dirigeants aujourd'hui, qui sont Jean-Marie Verne, donc le président, et Malik Vivant, le directeur sportif, ont amené vraiment des garanties sportives, justement, pour permettre de redorer un petit peu le blason de cette très jolie équipe qui, je le rappelle, aujourd'hui fait un très bon début de saison, avec une qualification notamment en Coupe de France, le 4e tour contre Échirol, une équipe de CFA2, au stade Georges Pompidou, et j'invite vraiment les spectateurs et téléspectateurs à se rendre au stade. D'ailleurs, nous, les caméras de Mistral TV couvriront cet événement. Mais voilà, je crois qu'effectivement aujourd'hui, il y a une histoire, une forme de rancœur, un regret. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui donc faire confiance effectivement à ces hommes-là, et puis avancer, parce qu'aujourd'hui, Valence et ce nouveau club, c'est la représentation quand même du football à Valence, et il va falloir peut-être maintenant avancer avec de nouvelles perspectives en tous les cas. Je pense qu'ils vont y arriver, parce qu'ils ont quand même une éthique, et je pense qu'ils sont des garçons propres. J'espère. Mais pour moi, ce sont des garçons propres. Et c'est bien donc, de ce qu'ils font. Quand on regarde l'équipe, c'est quand même que des jeunes pratiquement du cru. Donc il faut que le public s'identifie à ces jeunes du cru, parce que ce sont des jeunes de notre ville ou des villes aux alentours, donc il faut les supporter. Et moi j'ai connu ça à Épinal, où une époque on devait monter en 2e division, quand Épinal était redescendu, et où il y avait eu beaucoup de joueurs d'extérieur qui avaient été recrutés, mais d'extérieur, je parle de grands clubs, et ça n'avait pas marché. Et l'année d'après, coup de pied dans la fourmilière de Philippe Seguin, qui avait une grosse incidence au club. Il fait comprendre à l'époque au président qu'il faut faire revenir mais que des jeunes des Vosges ou des alentours. Donc on est parti avec des joueurs qui avaient l'âme vosgienne, on va dire, et l'âme spinalienne, et on monte tout de suite avec 6 points d'avance à la fin. 6 points d'avance. Et le stade rempli, parce que les gens s'identifiaient à ces jeunes. Parce que c'était des jeunes du cru, c'était des jeunes de la Drôme. Alors là, ce sera des jeunes de la Drôme. Il faut s'identifier à eux, et c'est bien, parce que ce sont en plus des gamins. Ils ont 19 ans, 20 ans. C'est ça. Donc c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ils sont là pour travailler. Ils vont bien travailler, parce qu'ils ont un entraîneur avec de grandes qualités, et un entraîneur qui a joué au foot, et à haut niveau. Donc il sait de quoi il parle, il est aussi en termes d'âge assez près, parce que Philippe, je ne sais pas, doit avoir 40 ans. Oui, bien une trentaine passée, oui, en tous les cas. Je m'en veux pas, Philippe, si je te vieillis. Moi non plus. Mais bon, il est encore proche des joueurs, donc il va ressentir ce que les joueurs sentent, et il va être au plus près d'eux. Et je pense que ça, c'est encore un atout. Le président est jeune, le directeur sportif Malik est jeune, donc pour moi c'est un gage de réussite. C'est un gage de réussite, et ils sont presque sur le même dialogue avec les joueurs. Donc ça, il n'y a pas de rupture. C'est ça. C'est vraiment le service des sports de Mistral TV a effectivement partage cette pensée, Patrick. On va bientôt clore l'émission. Avant cela, Patrick, j'aurais aimé que tu nous parles d'un de tes meilleurs souvenirs sur le plan footballistique. Qu'est-ce qui, dans ta carrière, t'a permis effectivement... quel souvenir tu garderas d'un événement footballistique de ta carrière? J'en ai deux ou trois. Le premier, c'est quand même notre montée de D3 en D2 avec cette équipe de locaux, on va dire, parce qu'on s'est vraiment battu avec nos âmes, notre cœur, et avec cette identité vosgienne. Nous, les Vosgiens, on est des gens bruts et têtus. Et donc ça, on était comme ça sur le terrain, et c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont été un peu surprises quand ils venaient jouer à Épinal par moins 10, moins 15, et qui nous voyaient sortir des vestiaires en maillot manche courte. Donc ça les a un peu... ça les perturbait un peu. Ça a été l'un des... Pour moi, le plus beau moment, parce que on en avait bavé avant. Voilà, on en avait bavé avant.
Après, c'est le jubilé Platini. Oui. Parce qu'il se retrouvait À Nancy, il se retrouvait avec Pelé, Platini, Maradona, Albertini à l'époque. Rappelle-nous ton âge à l'époque, c'était c'était donc le jubilé Platini en 88, j'avais donc 61, 27 ans. Voilà. Vous vous retrouvez avec des garçons comme Zavarov qui allait à 2000 à l'heure, Jean-Marie Pfaff avec toutes ses facéties, parce que c'était, hormis d'être un grand gardien, c'était un grand blagueur. Il avait une casquette à cette époque où il tirait. Avec des mains, à la fin, à un moment donné, même pendant le deuxième match, puisqu'on en avait joué le premier, pendant le deuxième match, il y avait un policier qui était derrière le but, il lui emprunte sa casquette de policier et il lui met la sienne. Et le policier ne voulait pas parce qu'il y avait son chef qui était pas là. Et l'autre essayait de lui mettre les... Mais voilà, après on a été reçus parce qu'il y avait un gros village VIP qui avait été monté autour du stade Marcel Picot, et vous mangez, voilà, Pelé qui est 5 mètres de vous, Maradona, voilà, ça c'était le deuxième bon souvenir. Le troisième, c'était quand on a réussi à intégrer la Super D2 avec Valence, parce que là aussi c'était pas évident. Et toujours pareil, avec le même effectif qu'on avait depuis 2 ans, avec des joueurs, beaucoup de joueurs, comme je disais ultérieurement, qui étaient issus de la CFA, qui était à l'époque coaché par Philippe Guillemet, qui est maintenant à Saint-Étienne, et où il y a eu des garçons quand même comme Johan Monnier, Cédric Chabert, Cédric Moutard, 4-5 joueurs qui sont sortis quand même de cette... C'est énorme pour un club pro, c'est énorme d'avoir 5 joueurs qui sont issus du centre, entre guillemets, du centre de formation, qui intègrent et qui ne sortent plus du groupe, quoi. Qui ont arrivé à déboulonner des pseudo-anciens, des anciens, qui se croyaient indéboulonnables. Hein. C'était à l'époque mais fantastique, quoi. Vous dites ça à un club de D2 maintenant, vous allez avoir 5 joueurs qui vont sortir l'année prochaine, ils vont intégrer l'équipe une pro et vous n'avez plus à recruter. Vous vous rendez compte ce que ça fait? C'est extraordinaire, bah oui, forcément. C'est énorme, c'est énorme. Bien, Patrick, on va te remercier pour ces quelques moments passés en ta compagnie, chez toi, dans ton univers. Hein, et on espère prochainement te retrouver, pourquoi pas dans les travées du stade Georges Pompidou. Ça c'est sûr, parce que je vais aller voir cette nouvelle équipe que j'ai pas eu l'occasion. Je vais voir à l'Olympique de Valence, parce que c'est mon petit-fils qui joue en U15, donc j'y vais. Et qui s'appelle Noé, donc il joue en U15, donc je vais le voir, et voilà, parce que c'est avec du grand plaisir, et qu'il y a encore aussi là une nouvelle équipe de dirigeants et d'éducateurs de haute volée, et c'est toujours intéressant. Noé Weiss Lafont. D'accord. Noé Lafont. Voilà, et je prends un immense plaisir à les voir, et puis avec cette nouvelle équipe, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre. Et c'est vrai que le discours de Malik Vivant et du président d'asseoir le club sur des bases solides par la préformation, la formation de jeunes, c'est le socle qui est important. Et oui, c'est ça, tout à fait. Mais moi, je vous remercie de m'avoir permis de revenir devant les caméras. Et c'est assez grisant. Mais peut-être que, et on se le disait, un jour, commentateur avec Roger Daniel pour un match de l'Olympique de Valence. Avec grand plaisir. Ah, voilà. Avec grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Bien. C'est que du bonheur. Merci en tous les cas, et puis à très bientôt. Merci à vous deux. Merci.